Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir au sein de votre université, sous ce joli soleil normand. On dit que Rouen est le pot de chambre de la Normandie, c'est ça, mais rassurez-vous, Bordeaux est le pot de chambre de l'Aquitaine, donc ça ne me change pas beaucoup. Donc voilà, je vais vous évoquer ces découvertes réalisées en 2010 sur le gisement de Tourville-la-Rivière. Alors, petite précision, je ne suis pas paléontologue. Je suis préhistorien, je suis spécialiste de la technologie de la pierre taillée. Et donc, les volets que je vais aborder concernant la paléontologie ou la paléoanthropologie ne sont pas de mon ressort. Là, je vais, d'une certaine façon, recracher le cours que l'on m'a enseigné. Alors, vous avez ici, sur cette diapositive d'ouverture, une liste de noms. C'est l'équipe scientifique qui a travaillé sur ce gisement dans le cadre de la fouille de 2010, mais surtout sur les découvertes, et notamment les découvertes paléoanthropologiques qui ont été faites en 2010. Donc c'est une équipe internationale, avec des collègues de France, bien sûr, mais d'Australie, d'Angleterre, des États-Unis, et puis une équipe pluridisciplinaire avec des préhistoriens, des géochronologues, des géomorphologues, et puis des paléoanthropologues, et j'oublie pas non plus, puisqu'on les a intégrés dans cette liste, les fouilleurs, les archéologues de l'INRAP qui ont participé à cette découverte et qui sont les co-inventeurs des fossiles de Tourville-la-Rivière. Bon, un petit point concernant les cadres généraux de ce site, Tourville-la-Rivière. Donc vous connaissez sans doute tous cette zone d'activité commerciale magnifique avec le magasin Ikea, qui se situe donc dans l'une de ces boucles, un de ces méandres resserrés de la vallée de la Seine. Donc, nous sommes sur la commune de Tourville-la-Rivière, et le site était implanté dans une carrière qui exploitait les alluvions de la Seine et les graviers. C'est une carrière qui était en activité depuis de nombreuses années, depuis 1967. Et depuis le début de cette exploitation, eh bien, plusieurs découvertes paléontologiques ont été réalisées, notamment par une personnalité emblématique de ce gisement, de ce contexte, dont la vie reste intrinsèquement liée à ce site, qui est Gérard Carpentier. Et Gérard Carpentier, qui, au fil des années, a constitué une collection paléontologique vraiment conséquente, qui résultait donc de l'avancée de l'exploitation de cette carrière. En 2010, cette carrière arrivait à, je dirais, son ultime point d'exploitation, et il leur restait un peu plus d'1 hectare d'emprise à exploiter pour donc ces alluvions. Et préalablement à cette phase ultime d'exploitation, bien entendu, une fouille préventive a été réalisée sous ma direction. Alors, à ce moment-là, j'étais responsable d'opération à l'INRAP. Et donc, du fait de mon expérience en matière je dirais, d'archéologie préhistorique, mais pour les périodes anciennes, j'ai été sollicité pour prendre la responsabilité de ce chantier. Donc, vous avez ici un cliché du caisson de fouille, d'un des caissons de fouille que l'on a réalisé. Et puis, en arrière-plan, vous voyez cette interface et cette coexistence avec l'activité de la carrière. Nous étions vraiment au cœur de cette je veux dire, collaboration avec la société CBN, qui d'ailleurs a mis à notre profit les moyens mécaniques dont nous avions besoin, puisque c'est une fouille qui couvre, là vous avez un plan très schématique de cette emprise de fouille, et qui couvre à peu près 1 hectare. Et on a fouillé cet hectare en à peu près 5 mois. Donc vous comprenez qu'on n'a pas seulement utilisé des pinceaux, des brosses à dents, comme on peut l'imaginer en archéologie préhistorique, communément, mais on a utilisé bien sûr des moyens mécaniques, et bien sûr que ces moyens mécaniques sont indispensables, et notamment la dextérité des chauffeurs de pelle, qui sont aujourd'hui de véritables, je dirais, spécialistes sollicités pour leur qualité sur les terrains archéologiques. Alors, un petit point concernant ce site de Tourville-la-Rivière, c'est bien entendu un contexte très célèbre pour les données paléontologiques qu'il a livrées, mais c'est également un site remarquable, un lieu remarquable pour sa séquence géologique. Nous sommes là dans ce méandre de la vallée de la Seine,
face à des dépôts qui reposent sur la basse terrasse de la Seine. Et puis vous avez cette succession sur à peu près 35 mètres de puissance stratigraphique de dépôts qui sont tous alluviaux. Il n'y a a priori pas de dépôts éoliens. On a quelques apports latéraux qui arrivent par gravité, mais c'est essentiellement des dépôts alluviaux sous influence continentale ou estuarienne. Et donc, la connaissance de cette stratigraphie ne remonte pas à la fouille de 2010. Ce sont des travaux, notamment en géomorphologie ou en géologie du Quaternaire, qui avaient été bien abordés, notamment par Jean-Pierre Lautridou depuis des années. Et puis, bien sûr, parallèlement aux découvertes paléontologiques faites par Gérard Carpentier, il avait été ciblé une zone particulière de cette stratigraphie, une partie, c'est ce qui est noté ici, horizon D2, D3, qui était plus particulièrement riche en vestiges paléontologiques. Donc en 2010, la prescription de fouilles s'est portée sur cette partie de la séquence, ce qui a impliqué, préalablement à notre venue sur le terrain, que toute la partie supérieure a été évacuée, ce qui représente un cubage colossal. Donc nous sommes arrivés, en fait, en 2010, sur un sol qui était à peu près à, on va dire, plus 2 ou 3 mètres au-dessus des niveaux D2, D3. Donc ces 3 mètres que nous devions nous-mêmes évacuer à l'aide de moyens mécaniques. Alors, vous avez ici un cliché, là, un zoom sur ces horizons D2, D3. Alors, ici, vous avez en fait une subdivision de l'horizon D2 qu'on appelle supérieur et inférieur. Et ce qui distingue les deux, c'est cette partie supérieure où on a une migration des oxydes de fer et de manganèse vers le bas, c'est un paléosol. Et la limite inférieure de cette migration est représentée par cette ligne-là ferrugineuse et très riche en oxyde de manganèse qu'on appelle une plintite et qui vraiment marque une frontière très vive entre la partie supérieure et inférieure de cet horizon D2. Ensuite, en dessous, on a on va dire un sédiment de texture qui est identique à D2 sup, mais qui n'a pas subi cette migration des oxydes aussi marquée. Et pour vous donner une idée, les vestiges paléontologiques se situent juste en dessous de cette plintite, on va dire à 10 ou 20 cm en moyenne en dessous de cette plintite, et correspondent vraiment à un épisode que l'on a retrouvé comme cela sur toute la surface de cette emprise de fouille d'un hectare. Quand je dis un épisode, c'est-à-dire une fréquence de découverte d'éléments paléontologiques. Tous les éléments se situaient dans cette partie de la séquence. Petite précision en bas, nous avons réalisé des datations par uranium, thorium et ESR sur des dents de cheval que nous on a mises au jour. Donc peut-être que vous connaissez le principe de la méthode ESR-UTH. C'est un peu comme le principe des datations par luminescence. Vous avez une dent, à l'intérieur de cette dent animale, vous avez comme des petits grains qui vont se charger en radioéléments tout au long de la vie de l'animal. Et puis quand l'animal meurt, donc il va être progressivement enfoui. Et donc on va mesurer à la fois la teneur en radioéléments qui sont dans la dent et la teneur en radioéléments qui sont dans les sédiments environnants de cette dent. Et on fait la comparaison des deux et ça permet d'obtenir un âge avec, c'est vrai, une fourchette d'incertitude qui est assez importante. Mais en tout cas, pour ces horizons-là, D2 supérieur et D2 inférieur, on a réalisé 7 dates et on a un âge moyen de 200 000 ans avant le présent pour cette partie de la séquence, ce qui, en gros, comme vous allez le voir après, colle bien avec l'âge relatif que l'on considérait pour cette partie de la séquence de Tourville. Donc un âge moyen 200 000, mais on a comme cela une fourchette avec un âge ancien à 235 000 et puis un âge récent vers 185 186 000. Donc la fourchette d'incertitude est quand même importante. Alors la fouille en elle-même, voilà, vous avez une illustration. Alors bien sûr, je vous avais évoqué ces moyens mécaniques indispensables pour pouvoir réaliser ces caissons d'excavation. Alors vous voyez la position de l'emprise de fouille qui est adossée au coteau de Tourville. Et donc vous voyez ici en arrière-plan la zone d'activité industrielle. Vous avez donc là un plan avec une photo avec les pelles mécaniques, mais bien entendu, lorsque l'on décape cette surface, on met au jour des éléments osseux ou des éléments lithiques. Je
reviendrai dessus après. Comme par exemple, alors je suis désolé, c'est coupé, mais vous avez ici une photo avec un petit amas osseux, et lorsque l'on tombe sur ce type de concentration, là par contre, on utilise des moyens de fouille beaucoup plus conventionnels, et c'est une autre temporalité de fouille qui s'amorce. Hein. Donc là, c'est vraiment cette double partition entre fouille mécanique et fouille manuelle. Bien entendu, on a réalisé, et c'était un avantage énorme, c'est que du fait du développement de ces caissons de fouille, nous avions des coupes avec un développement très important, ce qui a permis un relevé continu sur l'ensemble de ces caissons. Vous avez ici Sylvie Coutard, géomorphologue en charge de l'étude du site de Tourville-la-Rivière. Et puis, bien entendu, nous avons réalisé, en fonction des vestiges que nous mettions au jour, un relevé tridimensionnel systématique de tous les éléments, afin de pouvoir, in fine, les repositionner dans l'espace et éventuellement voir comment, spatialement, tous ces éléments s'organisent et ce qu'ils traduisent d'un point de vue paléo-environnemental, bien sûr, mais aussi d'un point de vue sociétal, puisqu'on est là sur un site qui a été occupé par des hommes. Alors, les éléments paléontologiques. Vous voyez ici cette emprise, vous voyez, excusez-moi, mais c'est quelques éléments, ces points noirs, ces petites concentrations. Vous voyez qu'en fait, la faune n'est pas si abondante que ça sur une emprise d'1 hectare, mais en tout cas, il y a quelques signatures avec des concentrations qui ne sont pas inintéressantes et qui, jusqu'alors, puisque bon, je vous parlais de ces travaux amorcés depuis 1967, j'ai évoqué les travaux de Gérard Carpentier, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir fouillé en bonne et due forme le gisement de Tourville. Préalablement à notre venue en 2010, il y avait eu d'autres fouilles réalisées sur cette carrière, dans cette carrière, notamment en 2008, une fouille de Dominique Cliquet. Mais cette fouille était beaucoup plus restreinte. C'était une fouille de 3000 m² ou 2500 m², si mes souvenirs sont bons. Et donc, nous n'avions pas tout à fait la même résolution en termes de spatialité et pas la même concentration. Et là, l'avantage que l'on a, in fine, avec cette emprise d'1 hectare, c'est d'avoir une lecture beaucoup plus large et de pouvoir s'apercevoir, in fine, que si l'on avait fouillé que cette partie, on aurait quelques éléments comme cela disparates et très lâches. Et si on avait fouillé que cette partie ici, on aurait un gisement paléontologique en bonne et due forme avec une grosse concentration. Donc là, c'est vraiment la lecture de cette fenêtre d'1 hectare qui donne du sens à Tourville-la-Rivière. Donc ici, d'un point de vue paléo-environnemental, vous avez un camembert avec les espèces animales que l'on a mises au jour, un spectre phonique qui est dominé par le cerf, qui est dominé par l'auroch, le cheval. En soi, c'est plutôt un cortège phonique qui est caractéristique d'une phase interstadiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase de glaciation. Le cerf est ubiquiste, donc il faut être prudent. Pendant longtemps, on le considérait comme un taxon vraiment caractéristique de période tempérée. Or, il n'en est rien. On sait aujourd'hui qu'une association contextuelle entre renne et cerf, ça n'est pas du tout anachronique. C'est juste que l'on est face à une mosaïque de paysages sur un territoire restreint. Donc là, c'est plus, je dirais, la conjonction de ces taxons qui vraiment nous conforte dans ce positionnement interstadiaire, hein, notamment avec la présence du sanglier et puis la présence aussi du chevreuil qui est lui, par contre, une signature très, très nettement interstadiaire. On a également des carnivores, on a du chat sauvage, on a de la panthère, du castor, le castor aussi, un élément important concernant cette phase interstadiaire, c'est-à-dire qu'on est dans une phase là où le fleuve Seine a une dynamique particulière. Hein. Il faut imaginer un fleuve un petit peu à l'instar de ce que peut être aujourd'hui la Loire, un fleuve sauvage, avec des méandres, avec des berges sableuses comme cela, des paléochenaux, des petits bras comme cela qui sont parallèles au lit principal du fleuve. Et puis donc voilà, peut-être aussi une forêt-galerie, hein, qui est tout à fait propice pour que le castor puisse s'installer. L'organisation de ces vestiges, j'en ai parlé un petit peu, mais essentiellement sur cette emprise d'1 hectare, des restes isolés. Alors là, vous avez l'exemple d'un très joli bois de cerf. Là, vous avez une scapula, une épaule d'auroch.
Ici, donc, des restes isolés ou alors des restes en connexion anatomique. Là, vous avez un tronçon thoracique de cerf et un tronçon thoracique d'auroch. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a des éléments qui, habituellement en paléontologie et en termes d'archéologie, sont vulnérables. Ce sont des éléments qui se conservent relativement mal, notamment les côtes. C'est très fragile. Là, on a une très bonne conservation des côtes. Et là, vous avez en fait le rachis avec les vertèbres et ici les processus épineux de ces vertèbres. Et vous voyez qu'en fait, elles se sont vrillées comme cela. Alors, il y a un phénomène, hein, il y a un phénomène dynamique qui a bien sûr engendré cette rotation, mais malgré tout, ça reste en connexion anatomique. Donc, ce sont des indicateurs intéressants concernant les perturbations, ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire les phénomènes post-dépositionnels qui ont modifié l'état initial d'un point de vue spatial, des vestiges. Et face à ces éléments en connexion ou en position isolée, on a, comme je vous l'avais mentionné précédemment, des accumulations, comme celle-ci. Et ce qui est intéressant avec ces accumulations, vous avez un cliché là, vous voyez qu'on a une polarisation des os longs. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Donc ça, c'est quand même un indicateur, d'un point de vue taphonomique toujours, d'une action fluviatile qui va induire cette orientation, cette réorientation des os suivant le fil d'écoulement de l'eau. Voyez ? Et donc aussi cet enroulement comme cela, qui est assez caractéristique. Or, ce qui est troublant, c'est que malgré des indicateurs très concrets de, je dirais, l'origine naturelle de la disposition de ces éléments, on a malgré tout des portions anatomiques en connexion, comme ici par exemple ces deux pattes de cheval, vous voyez, ici. Et puis on a également, je reviendrai dessus, des indicateurs d'action humaine sur cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on a des fractures sur os frais qui témoignent de la récupération de la moelle sur certains éléments osseux contenus dans cette concentration. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a donc sans doute des éléments qui sont à différents états de décomposition et qui se retrouvent accumulés là. Ça veut dire des éléments isolés où il n'y a sans doute plus vraiment beaucoup de matière organique, et puis des éléments en connexion qui sont transportés, qui vont suivre ce mouvement fluviatile et qui vont donc là s'échouer, excusez-moi, et se décomposer définitivement et rester en place. Ça, c'est important parce que si cette patte ou si ces pattes sont en connexion, c'est qu'on n'a pas eu ces phénomènes postérieurs qui les ont mobilisés. J'évoquais les fractures sur os frais, vous en avez un exemple ici. Ici, en fait, vous avez d'énormes encoches qui signent en fait une percussion qui ne peut pas être naturelle. C'est-à-dire que ça, c'est réalisé par l'homme avec un manuport très lourd pour briser ces os. Là, c'est un os de roc, c'est un os dont la partie corticale fait plus d'1 centimètre. Quand l'os est frais, c'est d'une dureté énorme. C'est quelque chose d'extrêmement solide. Donc vous avez ces multiples fractures qui ont pu être remontées. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme on cote tridimensionnellement les vestiges, qu'ensuite on les étudie et qu'on les remonte, on peut voir l'orientation la disposition de ces remontages, voir si c'est très lâche, comment ça s'organise dans l'espace. Ça, c'est très intéressant aussi, puisque là, on a un indicateur d'action humaine. Et puis, autre indicateur d'action humaine, ce sont les traces de découpe que l'on retrouve. Là, vous avez une scapula de rhinocéros, et on voit à l'extrémité de cette scapula quelques cut marks, quelques traces de découpe, qui ne peuvent être que la signature de l'utilisation d'un outil en silex. Alors, ces outils en silex, je vais les évoquer ensuite, mais tout de suite, face à ces fractures sur os frais, face à la présence de cut marks, on s'est dit, mais quelle est la fréquence de ces activités humaines ? Et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas très importante. Ça veut dire que sur tous les ossements que l'on a mis au jour, il y en a peut-être 2% qui présentent des traces d'activité humaine. C'est-à-dire que l'impact de l'homme sur cette faune, ou sur ces éléments retrouvés au sein de notre emprise de fouilles, il n'est pas très important. Et parallèlement à cette faune et à ces traces d'action humaine, on a bien sûr, sur cette emprise de fouilles, la découverte d'outils en pierre, des silex taillés, comme ceci, excusez-moi. Et comme on avait peu d'éléments sur les vestiges osseux, en termes d'activité humaine,
on s'est penché sur les silex et on a, notamment par le biais de l'analyse tracéologique, c'est-à-dire l'analyse des bords des silex par fort grossissement, afin de retrouver des polis d'utilisation caractéristiques, on a pu mettre en évidence que beaucoup des éléments mis au jour à Tourville avaient été utilisés sur de la matière souple et sans doute d'origine animale. Ce que vous voyez là, je vais revenir dessus, mais ce sont des couteaux. C'est extraordinaire. Pour découper, c'est redoutable, vraiment redoutable. Ce sont des outils très fins et très, très incisifs. Alors, j'en viens maintenant donc à cette composante d'outils en pierre. Alors, si la faune était un peu éclatée dans l'espace au sein de cet hectare de fouilles, il en est de même pour le lithique. C'est-à-dire qu'on a exactement une répartition très lâche comme cela, avec quelques concentrations, dont une très importante là, dans cette partie extrême là, de l'emprise de fouilles. Et ce qui est très important, vous avez ici un plan très schématique de cette aire de taille, c'est que, contrairement au reste du matériel, lorsque l'on a fouillé manuellement cette aire de taille, on a pu s'apercevoir qu'il y avait beaucoup d'éléments qui se ressemblaient, qui semblaient appartenir au même bloc de silex. Et donc ensuite, lors de notre phase post-fouille, lorsqu'on étudie les silex, on a pu s'apercevoir que beaucoup d'entre eux remontaient. On a réalisé un grand nombre de remontages, dont sans doute l'exemple le plus remarquable est celui-ci. C'est un bloc qui fait à peu près 30 cm. Et c'est intéressant parce que c'est une sorte de coque vide. C'est-à-dire que vous avez au centre ce qu'on appelle le nucléus, qui est le bloc à partir duquel est détaché les éclats. Alors au départ, c'est le gros rognon de silex, ça c'est le bloc qui va servir de nucléus, et puis par percussion avec un percuteur, un galet, vous allez détacher des éclats, vous allez mettre en forme votre nucléus afin d'obtenir des outils, des éclats, des lames, des pointes de forme souhaitée, de forme prédéterminée. On utilise ce terme prédéterminé. Et en fait, c'est toute la mise en forme de ce bloc qui conditionne la prédétermination. On ne tape pas n'importe comment si on veut obtenir une lame. On ne prépare pas n'importe comment son bloc, son nucléus, si on veut obtenir des pointes. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez un bloc quasi complet. Il manque le nucléus au centre. On ne l'a pas retrouvé au sein de l'aire de taille. Et puis surtout, on a essentiellement des éclats de mise en forme. Et les éclats, les produits finis, les éclats désirés, on ne les a pas retrouvés non plus. Ou quelques rares, ceux qui se sont fracturés au débitage, ceux qui sont de petites dimensions et qui ont été abandonnés. Donc, in fine, cette aire de taille apporte de précieux éléments sur la compréhension globale des comportements techniques mis en œuvre par ces hommes à Tourville, ces hommes qui sont des Néandertaliens. Ça vous parle, Néandertal? Bon. Là, vous avez un échantillon de ces outils retrouvés un peu partout sur l'emprise d'un hectare. Alors, c'est troublant parce que ce sont des supports qui sont d'une haute technicité. On a une maîtrise là d'une méthode de débitage que l'on appelle le débitage levallois. C'est un débitage qui est vraiment caractéristique de la période qu'on appelle le paléolithique moyen en Europe, mais également en Eurasie, on va dire, au sens large. Et on sait qu'en Europe, et notamment en Europe occidentale, l'auteur de cette technicité, c'est l'homme de Néandertal. Donc là, vous avez des supports qui font 10 voire 12 cm de long. Ce sont des supports élancés, laminaires, avec des tranchants extrêmement incisifs. Mais vous avez également ce qu'on appelle des lames non levallois, qui sont beaucoup plus épaisses et qui relèvent d'une autre technicité. Alors, généralement, en préhistoire, on a tendance à attribuer le phénomène laminaire, c'est-à-dire la production de lames en silex, comme cela, à l'homme anatomiquement moderne, vulgairement appelé Cro-Magnon. Or, on voit que ça n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'on a des productions laminaires qui sont abouties bien antérieurement à l'arrivée d'Homo sapiens ou d'hommes anatomiquement modernes en Europe. Et je vous dirais que l'exemple de Tourville, donc, qui date, si vous vous souvenez bien, d'environ 200 000 ans, ce n'est pas le plus ancien. C'est-à-dire qu'on a des exemples de production laminaire qui sont antérieurs à 200 000 ans. Et puis, il va y avoir comme cela quelques récurrences au cours du temps, chez Néandertal, de ces productions laminaires. Mais en tout cas, l'élément vraiment phare de la production, c'est cela. Vous voyez que ce qui distingue les deux, en fait, c'est l'épaisseur. Vous voyez le profil de ce produit très fin, et là, la section de cette lame qui est beaucoup plus robuste, avec des pans beaucoup plus abrupts.
mais pour autant, c'est tout aussi incisif. Et ce qui est intéressant, c'est que je vous ai expliqué qu'au sein de l'aire de taille, on n'avait pas retrouvé ces produits, mais on a retrouvé tous les gestes de fait de ces remontages qui correspondent à la production de ces produits. Donc, si vous voulez, un peu partout sur l'hectare, on retrouve des produits finis, et au sein de l'aire de taille, on ne les retrouve pas, mais on sait qu'ils ont été produits. Donc là, en termes de dynamisme et de comportement techno-économique, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que, en fait, vous avez une illustration de mon propos, vous avez des éléments levallois et lancés, ou des lames non levallois, qui sont produites en dehors de la zone que l'on a fouillée, et qui sont amenées pour être utilisées, on en a la preuve via la tracéologie. Et puis on a ici un petit spot de production, sans doute d'éléments comme ceci. Ça, c'est la lecture technologique qui nous le dit. Et puis ces éléments, comme on ne les retrouve pas, eh bien en fait, ils sont sortis de la fenêtre. Ils sont partis. Ça veut dire qu'en fait, on a une mobilité des produits qui est très importante. Et en fait, on a une mobilité qui est calée sur celle des humains et sur celle de leurs activités. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon de technologue, la segmentation des chaînes opératoires. Et cette segmentation, elle est indissociable du mode de vie de ces hommes. Ça veut dire que ce sont des chasseurs-cueilleurs, ils sont mobiles, et ils vont fréquenter cette vallée de la Seine dans le cadre notamment de leurs activités de subsistance. Là, ça fait référence à la faune, et notamment à l'acquisition de ressources carnées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, un hectare fouillé, peu de matériel, quelques petits spots, des pièces vraiment caractéristiques, une signature technique très forte, mais en tout cas, un profil global qui semble plutôt correspondre non pas à un lieu d'habitat, ça veut dire que les groupes humains ne restaient pas longuement au sein de cette emprise de fouille, mais plutôt un lieu de halte, et sans doute un lieu de halte à vocation fonctionnelle spécialisée. On y venait pour faire des choses bien spécifiques. On n'y venait pas pour y développer tout un panel d'activités domestiques. On venait sans doute ici pour tirer profit des ressources animales qui s'y trouvaient. Alors ces ressources animales, vous avez compris qu'on avait sans doute un bruit de fond naturel avec ces accumulations, et puis sans doute qu'il y a eu de la prédation, sans doute qu'il y a eu de la chasse. Mais c'est très difficile de démêler les deux. Et je vous dirais que l'un dans l'autre, peu importe. C'est-à-dire que la finalité, c'est qu'on développe la solution efficiente, la meilleure solution à une situation donnée. Et si cette situation, c'est celle d'un charognage, ça veut dire récupérer de la matière carnée sur des carcasses animales qui sont mortes naturellement, c'est tout aussi malin. Donc là, concernant cette mobilité des humains, on a un exemple, c'est un épiphénomène, mais c'est quand même important. On a un exemple de remontage sur une distance de 80 mètres. C'est-à-dire qu'on a réalisé, on a pu rattacher un éclat que vous avez en bas, là, sur son nucléus, sur une distance de 80 mètres. Alors bien sûr, on s'est dit, mais comment ça se fait? On a trouvé le nucléus, l'éclat est à 80 mètres, est-ce que c'est pas le fleuve? Ah oui, mais la tracéologie nous a montré que l'éclat était certes patiné, comme tous les produits, hein, ils ont une patine blanchâtre, mais il n'y a pas d'altération des bords, il n'y a pas d'altération des nervures. Tout ceci ne semble pas corroborer une action fluviatile qui aurait altéré les tranchants de l'éclat. Donc, l'explication la plus logique, qui est aussi en adéquation avec ce que je vous ai expliqué antérieurement sur cette segmentation des chaînes opératoires, c'est que l'on a là un témoignage de cette mobilité des produits. Et il est sans doute beaucoup plus logique de penser que c'est l'homme qui a transporté l'éclat que le fleuve. Donc là on voit que, vous voyez, on imaginait que les produits sortaient, on voit qu'à l'intérieur, ça bouge aussi, quoi. C'est vraiment un lieu de mobilité sur une surface qui est sans doute bien plus importante que celle que l'on a fouillée. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que Tourville n'est pas un site préhistorique, n'est pas comme on peut l'avoir notamment dans ce que je fais actuellement, sur ce sur quoi je travaille dans des grottes et des abris du Périgord. On a un contenant, ça veut dire qu'on a une cavité, on a des limites vives. Là, on n'a pas les limites. C'est-à-dire qu'en fait, notre fouille à Tourville-la-Rivière a permis de mettre au jour une sorte de fenêtre au sein d'un territoire de fréquentation. Et en fait, ce sont les différents éléments
mis comme cela bout à bout, que l'on a mis au jour au sein de cette fenêtre, qui permettent de comprendre cela. Comme je vous le disais tout à l'heure, si on avait fouillé une fenêtre plus petite, on serait passé à côté de toutes ces informations. C'est vraiment la conjonction de tous ces éléments, mais à une grande échelle, qui permet d'avoir cette lecture de Tourville-la-Rivière. Alors, lieu de halte, des Néandertaliens, 200 000 ans, conservation de la faune, donc conservation de la matière osseuse, donc potentiellement, on le savait, conservation d'ossements humains. Alors, cette découverte des fossiles de Tourville-la-Rivière, elle remonte au 10 septembre 2010, 11h30, je me souviens. C'est la petite étoile bleue, là. Et pour l'anecdote, imaginez le décapage de cette emprise. Donc vous avez la pelle mécanique qui vous enlève 1 cm de sédiment. Vous avez une surface osseuse qui apparaît. Dans le pire des cas, malheureusement, le godet de la pelle mécanique va raboter un petit peu la surface osseuse. Dans le meilleur des cas, elle l'épargne. Là, c'était heureusement le cas. On voit la surface apparaître. On commence à nettoyer, etc. Et là, vous avez un collègue qui est spécialiste, lui, par contre, de la paléontologie, et qui était sur une... On avait deux pelles mécaniques qui était sur une autre passe de décapage. Et il vient nous voir, on commence à nettoyer voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à mettre au jour celui-ci, cet os-là. Et il vient nous voir, et puis sa réaction fut de nous dire « Oula !» Oula Bon, alors, je n'ai pas tout de suite capté, mais je me suis relevé et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je le vois réfléchir. Et il égrenait dans sa tête les taxons qui pouvaient présenter une convergence morphologique avec les os qui étaient mis au jour. Alors, je l'entendais dire, c'est pas du félin, ça pourrait, mais non, c'est pas de l'ours, parce que notamment les jeunes individus, il peut y avoir de la convergence. Et donc, de fait, la grande chance, c'est que bon, c'est un paléontologue, mais il a également fouillé énormément de sépultures holocènes, notamment des complexes funéraires très conséquents. Et malgré l'état de conservation de ces ossements, il a tout de suite reconnu que ce n'était pas de l'animal. Alors, j'en viens maintenant à cette découverte, et donc, avant de l'évoquer, il est nécessaire de faire un rappel concernant cette humanité néandertalienne. Donc l'humanité néandertalienne, en tout cas, elle nous devance en termes de temporalité, hein, puisque nous n'avons pas encore le compte. Elle émerge aux environs de moins 500 000 ans et puis elle disparaît, même si les études génétiques actuelles montrent que ce n'est pas aussi simple que ça. Elle disparaît vers moins 45 000 ans. Donc vous voyez cette temporalité très longue. L'homme moderne, on n'en est pas encore là, hein, en termes de temporalité. Et vous avez là quelques représentants de cette lignée néandertalienne qui s'amorce donc vers moins 500 000, avec en haut, là vous avez l'exemple du crâne de la Cima de los Huesos en Espagne. Vous avez ensuite le crâne de Steinheim en Allemagne. Là vous avez aux alentours de 300 000 le crâne de Petralona en Grèce. Il est mal daté, donc à prendre avec des pincettes. Ici, Sacco Pastore en Italie. Et en bas, ce qu'on appelle un néandertalien classique, qui est l'individu de la Ferracie 1 en Dordogne, daté d'environ 50 000 ans. Donc, Tourville-la-Rivière, le bonhomme, il se situe à peu près par là, quoi. Donc, quand vous voyez Steinheim et Sacco Pastore, vous voyez à peu près à quoi ça ressemblait, quoi. Ce sont des individus donc, qui s'inscrivent dans cette lignée néandertalienne. Et qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui fait l'identité de cette lignée néandertalienne? C'est, d'un point de vue paléoanthropologique, les apomorphies, c'est-à-dire les traits, les caractères dérivés néandertaliens, qui vont donc se développer tout au long de cette chronologie. Ça veut dire que chez les individus anciens vers moins 500 000, vous allez avoir certains traits dérivés déjà. Bon, malheureusement, on ne le voit pas parce que c'est sur la barre, mais en fait, on a déjà le bourrelet susorbitaire, le torus susorbitaire qui se développe. On a ce front fuyant qui est déjà bien présent, mais on a encore un crâne qui est bien enroulé et qui n'a pas encore cette forme ovale qui est caractéristique du néandertalien classique. Ensuite, autre élément, on n'a pas encore cette face, ce prognatisme, cette face projetée vers l'avant, qui va petit à petit s'affirmer. Donc,
torus susorbitaire, face projetée vers l'avant, torus occipital, tout ceci, ce sont des traits dérivés. Ça veut dire que ce sont des éléments qui sont caractéristiques de la lignée néandertalienne. Et en fait, on a aujourd'hui deux écoles de pensée concernant ces traits dérivés. Il y a ceux qui pensent que tout au long de cette chronologie, on va avoir une diminution de la variabilité des traits. Et il y a ceux qui pensent que, à la fin, on a une accentuation des traits dérivés. Vous voyez la nuance? Donc, in fine, je vous dirais que moi, je me rangerais plutôt du côté des premiers. Ça veut dire qu'il y a une variabilité au sein d'une temporalité, et tous les éléments fossiles qui s'inscrivent dans cette temporalité présentent peu ou prou certains des traits dérivés. Donc là, ce sont des restes crâniens. Quand on est face à de l'infracrânien, c'est autre chose, et c'est le cas à Tourville. Je continue concernant cette lignée néandertalienne. Alors, à ce jour, on a quelques chiffres comme cela, on va dire en Eurasie. Et au Levant, on a à peu près 300 sites ayant livré des restes néandertaliens. Petite précision, je suis désolé, j'ai zappé cette information. Là, vous avez l'ère de répartition de l'humanité néandertalienne. Ça veut dire que cela va depuis la façade océanique de l'Europe jusqu'aux montagnes de l'Altaï en Russie. Et puis, on a cette incursion au Proche-Orient, mais il n'y a pas de néandertaliens connus sur le continent africain et on n'en a pas en Asie vraiment, excusez-moi, tout à l'est là. Il y a une petite lacune géographique, c'est pas grave. Donc, je reviens sur cet effectif, 300 sites ayant livré des néandertaliens sur ce territoire que je viens de vous préciser, 300 sites avec à peu près 450 individus différents isolés. Au sein de cet effectif, une cinquantaine d'individus avec le crâne ou une partie du crâne associée à des éléments infracrâniens, donc des éléments des membres ou du corps en général. Et puis quelques rares contextes, à peu près 25 individus au sein de quelques rares contextes, qui sont subcomplets, comme vous en avez ici l'illustration, avec ici l'adolescent du roc de Marsal, cavité du Périgord, le vieillard de la Chapelle-aux-Saints, cavité corrézienne, non loin du Périgord, l'homme de la Ferracie, et ici le bébé du Moustier. Sinon, la plupart des pièces vont être des éléments isolés. Un fragment de mandibule, une dent isolée, une phalange. Là, ici, les fossiles de Spie en Belgique, vous voyez, beaucoup plus étoffés, mais non pas forcément en connexion les uns avec les autres, mais qui témoignent malgré tout d'une diversité en termes de nombre de restes et de type de restes. Donc, petite anecdote, tiens, puisqu'on est là, ça c'est intéressant parce que ici vous avez le squelette quasi complet d'un nouveau-né. Vous aimez bien les histoires, donc je me permets cette petite parenthèse. Ça, c'est intéressant parce qu'il a été découvert dans le gisement du Moustier, juste avant la Première Guerre mondiale, par Denis Perroni. Et le Moustier, c'est dans la vallée de la Vézère. Superbe endroit. Je vous conseille d'y aller. La nourriture est très bonne et le paysage est magnifique. Et puis, c'est truffé de préhistoire. Et donc, ce gisement qui avait été pillé par un antiquaire suisse qui s'appelait Otto Hauser, a été repris par Denis Perroni. Et Denis Perroni va mettre au jour quelques ossements, mais tout petits, d'immatures de néandertaliens. Il va prélever en motte, les mottes de terre, l'ensemble des éléments. Il va les mettre dans un cajot, il va emballer ça dans des journaux, il va mettre ça au fond du musée des Aisies, les Aisies de Taillac, ça vous parle peut-être en termes de nom, ça. Et puis, il va envoyer juste un petit reste, je crois que c'est une phalange qu'il va envoyer à Paris, au musée de l'Homme, à Marcellin Boule. Marcellin Boule qui avait étudié l'homme de la Chapelle-aux-Saints. Et Marcellin Boule lui dit, oui, c'est bien de l'humain, c'est de l'immature, sauf que Denis Perroni, il ne va pas lui envoyer le reste, et les mottes de terre, tout ceci, va rester dans le musée. Ça va être complètement oublié par Denis Perroni. Et en fait, ce bébé, il fut redécouvert il y a une quinzaine d'années, lorsqu'ils ont fait le récollement du musée national de préhistoire aux Aisies de Taillac. C'était, c'est un musée troglodytique, c'est un château troglodytique.
Et c'était comme cela, au fond d'une pièce, sous des monceaux de journaux, de cartons, de machins. Et en fait, mon collègue anthropologue Bruno Moreil a fouillé les mottes pendant un mois. Il a réalisé une fouille archéologique sur les mottes et ça lui a permis de découvrir tous ces éléments. Il y a quasiment tous les éléments du squelette. Bon, vous avez en haut les éléments du crâne, mais les sutures ne sont pas affermies, donc c'est un immature. Mais ça, c'est juste pour vous préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, on fait de l'archéologie de terrain, mais il existe aussi une archéologie de musée. Pour vous donner une autre anecdote, c'est que là, vous avez l'homme du Ré-Gourdou. J'avais dit la Ferrassie tout à l'heure, excusez-moi, c'est l'homme du Ré-Gourdou. Alors, le Ré-Gourdou, c'est fouillé en 59, je crois. En 59, il trouve ceci. C'est le propriétaire du site qui trouve les éléments du haut du corps, mais il ne trouve pas le crâne. Bon. Ensuite, il y a une fouille qui est réalisée par Eugène Bonifay. C'est une injonction de l'État, ça veut dire qu'on dit au propriétaire, t'arrêtes tes conneries, maintenant tu laisses faire les professionnels, et c'est Eugène Bonifay qui vient sur le terrain. Bon. Eugène Bonifay va fouiller le site, il va fouiller tout autour du lieu de découverte des éléments du haut du corps, et puis il va trouver des restes de lions. C'est-à-dire que ça a été classé dans la paléontologie, dans les vestiges paléontologiques, et c'était des restes de lions. C'est-à-dire que vous avez des restes des coxos, vous avez une diaphyse du fémur, vous avez... Tout ça, c'était dans les lions. Et en fait, c'est toujours un peu à l'instar de ce que je vous expliquais pour le bébé, c'est en faisant le récollement du Musée national de préhistoire que les paléontologues ont regardé les collections de Ré-Gourdou, et ils se sont dit, mais c'est pas du carnivore, c'est de l'humain. Et donc, in fine, là où on pensait, là où on a modélisé en disant, bah tiens, dans ce site, on a un bonhomme avec le haut du corps, et puis c'est intéressant parce que c'est un site où il y a beaucoup de restes d'ours, et on voit des os d'ours qui sont dans le prolongement de cet haut du corps. Il y a sans doute un culte de l'ours. Voilà comment naissent les mythes, les légendes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement une mauvaise interprétation et une mauvaise lecture du matériel. Et aujourd'hui, au regard de la révision des archives, et non pas seulement les archives écrites, mais aussi les archives matérielles, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Que le bonhomme, c'est pas du tout une sépulture, qu'il a été complètement éclaté dans l'espace, que c'est sans doute un bonhomme qui est tombé dans un karst, et puis la nature a fait le reste. Et puis ensuite, le site est devenu une garenne, et puis les lapins ont fait plein de terriers, et puis ça a distribué tout ça. Donc le mythe tombe, mais c'est intéressant. Bon. Tout ça pour vous dire que on a des éléments extrêmement hétérogènes. On a des individus comme cela subcomplets, mais c'est rare. Je vous disais 25 individus, il y a un site, la Ferrassie, où il y en a 7 à lui tout seul, hein, un site où il y a 7 individus. Donc Tourville-la-Rivière dans tout ça. C'est-à-dire que c'est quand même, pour la partie qui nous intéresse, la partie géographique qui nous intéresse, le nord-ouest de l'Europe, et pour la période concernée, c'est-à-dire on va dire la fin du Pléistocène moyen, avant la transition avec le Pléistocène supérieur, enfin en tout cas on est dans plutôt la phase récente du Pléistocène moyen. Vous avez ici une carte avec les contextes ayant livré des fossiles humains. Bon, bah, y en a pas mal en Allemagne, hein. Il y en a quelques-uns en Grande-Bretagne. On avait le cas de Biage-Saint-Va dans le nord, puis il y avait quand même un énorme gap. On se demandait qu'est-ce qui se passe au nord de cette vallée de la Loire, par exemple, et Tourville-la-Rivière, malgré tout, vient en partie seulement combler ce gap. Donc, en soi, pour la connaissance de la dynamique de peuplement de ce continent, enfin de cette partie nord-ouest du continent européen, les fossiles de Tourville sont très importants. Ils sont d'autant plus importants quand on le voit à l'échelle de cette chronologie, puisque, vous voyez, par rapport à cette carte précédente et à ces fossiles allemands ou anglais, qu'ils sont plutôt anciens, hein. On est sur des sujets qui sont soit contemporains ou antérieurs à 300 000 ans, pour certains même très anciens. Bon, pour les fossiles espagnols de la Sierra d'Atapuerca, là, on est dans du très ancien. Et puis, bon, vous voyez, Biage-Saint-Va est subcontemporain de Tourville, hein. Tourville, c'est cette ligne jaune, hein. Et vous vous apercevez quand même que pour, on va dire, non plus seulement le nord-ouest de l'Europe, mais on va dire l'ouest de l'Europe dans son entièreté, il n'y a pas grand-chose là, hein. Il faut dire que la fréquence de découverte au sein de ce territoire ouest européen de fossiles pré-néandertaliens contemporains, on va dire des stades 8 à 6, est moins forte
que la découverte d'Australopithecinae en Afrique. Vous voyez, les Australopithèques, c'est fossiles préhumains de 3 millions, voire plus, et qui sont extraordinaires, bien entendu. C'est à chaque fois une révolution, c'est un papier dans Nature, dans Science, etc. Bon, mais c'est plus fréquent d'en trouver en Afrique que de trouver sur le continent ouest européen des fossiles qui sont subcontemporains, je dis bien sub, de cette longue période allant du stade isotopique 8 à 6. Donc là aussi, l'importance de Tourville est d'autant plus affirmée. Alors ces fossiles, 3 éléments osseux en position de forte proximité anatomique, voire de connexion anatomique. On a les 3 éléments d'un bras gauche. Vous avez ici l'humérus, le bras, et l'ulna radius, les 2 ossements de l'avant-bras. Ce sont des fûts diaphysaires, ce sont les os longs. On n'a pas les extrémités, on n'a pas les épiphyses. Elles ont disparu, sauf une partie de l'extrémité ici de l'humérus qui s'est conservée. Ils sont dans un état vraiment médiocre. C'est un miracle d'avoir trouvé ces éléments. Et donc vous avez ici, je vous l'ai expliqué, les éléments selon leur position tels qu'ils ont été mis au jour à la fouille. C'est-à-dire que vous avez vos 2 os de l'avant-bras, vous voyez, ils sont là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste subi une rotation comme cela, mais ils ne se sont pas éloignés l'un de l'autre. Ils sont restés comme cela, très très proches l'un de l'autre. Et sauf que là, l'humérus, par contre, lui, a fait une rotation. C'est-à-dire que normalement, il faudrait le tourner comme cela, et il devrait venir ici. C'est-à-dire que cette partie-là est en connexion avec ça. Donc il y a eu ce mouvement. Mais pour que l'on ait cette situation de très forte proximité, voire de connexion anatomique, on ne peut être face qu'à un bras qui était encore avec de la matière organique, sans doute des ligaments, et qui s'est retrouvé là, qui s'est déposé là, un peu à l'instar de ce que l'on voit avec la faune, ces dépôts naturels, et qui n'a pas été mobilisé a posteriori par des phénomènes fluviatiles. Alors il y a eu une phase de restauration de ces fossiles. Alors c'est de la gaufrette, c'est quasiment non manipulable, c'est extrêmement fragile. Donc on a restauré ces éléments, c'est très moche, mais c'est très intéressant. C'est souvent le cas des choses qui sont très moches, elles sont très intéressantes. Moi, concernant la pierre taillée, c'est souvent le cas. Souvent les cailloux qui sont très moches, qui sont très intéressants au niveau de l'information. Donc vous avez l'humérus à gauche, l'ulna au centre et le radius ici à droite. Vous voyez bien que les extrémités ne sont pas conservées, qu'on a juste les fûts diaphysaires. Et vous voyez déjà poindre ici, là, une petite anomalie sur le fût diaphysaire de l'humérus. Alors bien sûr, l'étude de ces fossiles, appartenant donc à un même individu, à un même bras gauche, a d'abord impliqué une phase de comparaison. Alors pour cela, on a notamment comparé les fossiles de Tourville à 2 individus, celui de Taboun C1, qui est un néandertalien du Proche-Orient, d'Israël, et puis celui de l'Aférassien, dans le Périgord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on retrouve les traits dérivés néandertaliens sur les fossiles de Tourville, en tout cas ceux qui sont connus sur les éléments de Taboun et de l'Aférassie. Je parle là notamment des insertions musculaires qui sont très robustes. Je parle là notamment de la robustesse de la section, des fûts diaphysaires. Mais on voit aussi quelques petites différences, notamment la courbure du radius, ici. Vous voyez que les courbures sur les néandertaliens classiques, donc l'Aférassie, Taboun, ce sont des néandertaliens classiques qui sont, on va dire, entre 80 000 et 50 000 ans. On voit bien que chez notre sujet qui est plus ancien, donc pré-néandertalien, cette courbure est moins accusée. Bon, là, cela pourrait s'inscrire, pourquoi pas, dans la variabilité dont je vous parlais tout à l'heure, de ces traits dérivés. C'est-à-dire que peut-être que sur l'un ou des ossements de ce bras ou des bras de ces pré-néandertaliens, ce caractère que l'on appelle la courbure du radius est moins accentué. Autre niveau d'analyse que l'on a mené, bien sûr, des analyses scanographiques, des analyses également de densité de matière. Alors vous voyez ici là, sur ces relevés, plus c'est clair, moins c'est épais, plus c'est foncé, plus c'est épais. Et vous voyez que la zone la plus épaisse, en fait, se situe là,
sur l'humérus. Hein. Alors, ces clichés-là ne concernent que l'humérus, non pas le radius et l'ulna. Et vous voyez en fait qu'on a une concentration de matière corticale au niveau de la face postérieure de l'humérus, excusez-moi, qui, en plus de cela, coïncide avec une crête très nette dont je vais vous parler après. Bien entendu, les 3 fossiles de Tourville, hein, Humerus radius ulna, ont été comparés à tout un cortège d'individus, alors des néandertaliens classiques, des pré-néandertaliens, que l'on connaît dans le monde, et puis des hommes actuels. Et vous voyez ici que, quelles que soient les mesures qui sont prises, et notamment les mesures concernant le diamètre de la diaphyse de l'humérus, toutes ces mesures prises sur les diamètres montrent que l'individu de Tourville est systématiquement plus proche des pré-néandertaliens que de toutes les autres populations étudiées. Bien sûr, on a cette anomalie énorme ici, ce pic, qui correspond à la crête que je vais évoquer maintenant. Donc cette crête, elle se situe sur la face postérieure de l'humérus, et plus particulièrement dans la zone d'insertion du faisceau postérieur du muscle deltoïde. Donc le muscle deltoïde hein, qui part de votre épaule et qui, hop, vient derrière votre bras ici. Et donc vous avez ici une série de sections hein, suite à des clichés scanographiques. Et vous voyez bien en fait qu'au fur et à mesure des sections comme cela, on a cette crête qui se prononce de plus en plus. Et ça, c'est très important parce que cette crête, elle se prononce, certes, mais la cavité médulaire de l'humérus reste, par contre, extrêmement régulière. Ça, c'est très important parce que ça nous a permis, de facto, d'éliminer tout phénomène d'érosion étant à l'origine de cette crête. Et c'est pour cela que l'on peut dire que cette crête est le résultat d'un traumatisme, d'une pathologie qui a été contractée par l'individu. Alors, cette pathologie ou ce traumatisme, il est difficile d'en connaître son étiologie, l'origine. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel traumatisme? On sait aujourd'hui que des crêtes ou comment on appelle ça, des anthèses, une anthésophyte au niveau de l'insertion du muscle deltoïde. On en rencontre chez des individus âgés, on en rencontre chez des sportifs qui vont hyper solliciter un de leurs membres supérieurs. On en rencontre aussi suite à un traumatisme violent, ça veut dire que ce n'est pas forcément le geste répétitif qui va être à l'origine de cette pathologie. Mais quoi qu'il en soit, en termes de tendance, ce serait plutôt lié, c'est vrai, à une hypersollicitation. Ça veut dire vraiment un geste répétitif, comme cela, qui, à la longue, va générer cette crête et cette anthésophyte au niveau de l'insertion du muscle deltoïde. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu ça, il y a quelques exemples néolithiques, comme cela, où, notamment sur l'île de Saï, en Basse-Égypte, où on a, comme cela, des individus qui présentent une telle crête sur l'humérus. La question qui se pose, c'est, mais pour les individus du Pléistocène moyen, est-ce que c'est un trait dérivé? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est vraiment le fruit d'une pathologie? Et là, c'est intéressant parce qu'on a comparé l'humérus de Tourville à un des humérus du site de la Cima de los Huesos en Espagne, qui est plus ancien. Et aux surprises, lorsque nos collègues espagnols nous ont envoyé les clichés, regardez ici ce relief magnifique. Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est vraiment un trait dérivé, donc une sorte d'hyper-insertion musculaire, donc qui serait un trait dérivé, soit les 2 individus souffraient de la pathologie. Alors là, après, en tout cas, les Espagnols ne se sont pas penchés, nos collègues espagnols ne se sont pas penchés sur l'étiologie de cette crête sur le sujet de la Cima de los Huesos. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une piste à creuser, vraiment, concernant l'origine de ces crêtes sur l'os du bras des Néandertaliens. Alors, ce muscle deltoïde, vous le savez, hein, il est mis à contribution notamment dans un geste qui permet d'éloigner le bras du corps et de l'étendre. Donc, ce type d'activité, ça peut être dans le lancer, ça peut être dans tout un tas de registres d'activités, mais c'est très difficile aujourd'hui de dire, mais qu'est-ce qui a bien pu créer cela chez l'individu?
Ça, ce sont des questions que l'on se pose aujourd'hui et qui devront être développées avec des études plus abouties sur ce fossile. Ça n'est pas de mon ressort, mais en tout cas, je suivrai ça attentivement. Et j'en suis à 57 minutes et je vous remercie de votre attention. Voilà.